Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette deuxième table ronde consacrée cette fois-ci à la tech pour un monde meilleur. C'est un vaste débat, vous allez voir qu'on va parler plein de choses. Et pour témoigner ou débattre avec nous de ces enjeux qui me semblent très importants, on commence en face de moi avec Louisa Renoux qui est présidente de Femmes Santé Climat. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors pour résumer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les actions de Femmes Santé Climat concrètement ? Oui, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis présidente de Femmes Santé Climat. Je suis également au bureau des Digital Ladies and Allies qui co-organise cet événement dont on est très fiers. Femmes Santé Climat est une association qui milite pour sensibiliser et pour mettre en avant les actions de toute la société civile autour de l'impact du changement climatique sur les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont en première ligne du changement climatique. Ils subissent de plein fouet leurs conséquences. C'est un débat, une prise de conscience qui a été assez tardive, qui a démarré principalement au moment de la COP21 et qui a, de mon point de vue, nécessitait qu'on soit beaucoup plus mobilisés. Et c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs partenaires, dont notamment Engie, dont les DLA, dont BPI France, dont UNICEF France, nous travaillons depuis environ 5 ans maintenant à communiquer autour d'un livre blanc sur l'impact du changement climatique sur les femmes et les enfants, et mettre en avant les solutions de la société civile pour pouvoir réduire cet impact et être positif dans l'avenir. Et on va voir comment la tech, on va rapprocher le micro, comment la tech peut rendre un monde meilleur. À vos côtés, Sandrine Delage, qui est Head of Change Makers and Prospective chez BNP Paribas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on change le monde tous les jours, même dans les grandes entreprises. Et je suis plus particulièrement responsable d'un lab qui s'appelle le People's Lab for Good. Et en fait, j'accueille tous les ans des collaborateurs qui viennent avec une graine d'idées, qui veulent développer un projet qui non seulement a une activité rentable, mais aussi qui répond aux attentes sociétales et environnementale. On le fait sur plusieurs pays aussi, dont l'Afrique du Nord. Et juste pour compléter pourquoi je suis ici, c'est que je suis informaticienne en fait, de formation. J'ai travaillé 15 ans dans l'IT. Et vraiment, le sujet d'être passeur du digital, comme quoi c'est vraiment une opportunité, les nouvelles technologies, la tech, ça m'a vraiment passionnée il y a déjà une dizaine d'années. Et en particulier pour plus de femmes dans la tech, parce que malheureusement, on le verra tout à l'heure, les chiffres et la représentativité des femmes n'a fait que baisser et a encore baissé cette année. Bien, pas de spoil. Et j'ai noté dans votre bio, blogueuse, mère et fille 2.0. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, en fait, j'ai appris l'univers du digital grâce à ma fille que j'avais carrément... J'étais très, très violente à l'époque parce qu'elle passait le bac, elle n'allait plus jamais en cours, elle était sur Facebook. Et à force de réduire et d'avoir la guerre à la maison, en fait, j'ai fait l'inverse. Je lui ai demandé pourquoi ce monde l'intéressait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt mon monde, c'est-à-dire un monde de tribus, un monde de communauté. Et elle utilisait en fait le digital pour se retrouver physiquement. Et c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, on a écrit notre découverte, nos apprentissages mutuels dans ce blog qu'on a créé il y a déjà 2013. Donc ça fait 7 ans. C'est une belle histoire. À vos côtés, un garçon, Samuel Tamba, président délégué d'ELA et responsable des partenariats chez LinkedIn France, donc un réseau social que tout le monde connaît, spécialisé notamment dans les rapports pour les entreprises, les recherches d'emploi, le B2B. Voilà, on s'est bien résumé. Et puis, il y a plein de choses. Vous êtes passé par IBM, j'ai vu, vous êtes passé par Engie, où la fibre écolo est importante aussi. Et puis, vous êtes passé plus récemment, je crois, vous avez rejoint tout simplement LinkedIn, mais c'est tout récent, LinkedIn. C'est tout récent, effectivement. J'ai rejoint ce groupe il y a 3 mois. Effectivement, avec un parcours plutôt public-privé, où je me posais des questions en fait, sur l'impact que ces deux mondes pouvaient avoir pour le bien commun. Et donc finalement, le job que j'occupe chez LinkedIn me permet de relier les deux, puisque finalement, je m'occupe à la fois de partenaires institutionnels publics et de partenaires institutionnels privés. Et aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, donc, je suis là aussi avec la casquette d'ILA. Je fais partie du bureau comme Louisa. L'association Digital Ladies and Allies a pour objectif de promouvoir la mixité dans les métiers scientifiques et technologiques, particulièrement technologiques. Et l'idée, c'est qu'on arrive à identifier des rôles modèles qui puissent donner envie aux jeunes filles de tout âge de se porter, en tout cas vers ces professions et ces métiers. Donc on est très heureux d'organiser ce week-end cet événement. Très bien et bienvenue. Et enfin, à mes côtés, j'ai beaucoup de chance. Iris de Villard, responsable du bureau des technologies de Reporters sans frontières. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler quelle est la mission de Reporters sans frontières ? Bonjour.
Donc, Reporters sans frontières, c'est une ONG qui défend la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Et donc avec le numérique, ça a permis en effet donc, de créer de nouveaux espaces pour le débat public, mais ça a aussi amené des nouvelles menaces. Donc en particulier, moi je traite de tout ce qui est lié, par exemple, aux coupures Internet, blocage de sites Internet, tout ce qui va être les questions de cyberharcèlement contre des journalistes et la question de la surveillance aussi et de la protection des sources. C'est ça aussi, la tech pour un monde meilleur, on va en parler tout à l'heure. Et puis on me souffle dans l'oreillette que vous êtes une ancienne étudiante de 42, c'est vrai ? Oui, exactement. J'avais intégré la promo 2014 et du coup j'ai étudié, je suis restée 2 ans à l'école 42. Donc, voilà, c'est comme le journalisme, ça mène à tout à condition d'en sortir, c'est ça ? Exactement. Bien, première question, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, concernant le thème principal de ces journées organisées à 42 autour du rôle des femmes dans la tech aujourd'hui. Quelle est votre expérience personnelle par rapport à ces questions-là ? Quel est votre vécu, votre regard ? Vaste question, je sais bien. Peut-être poser d'abord la question à Sandrine de BNP Paribas. Alors, comme je viens de l'indiquer, moi j'ai eu de la chance. En fait, c'est que j'ai fait ma formation informatique dans les années 80, avant un événement très marquant, c'est quand l'ordinateur individuel est rentré dans les foyers. Et à ce moment-là, qui s'est mis derrière l'écran ? Celui qu'on appelle le jeune homme de la maison, le geek, celui qui est un peu asocial, qui mange que des pizzas. Et surtout, il joue aux jeux vidéo avec une console qui s'appelle une game. Et là, j'ai envie qu'on le dise tous ensemble. Comment s'appelle cette console de jeu ? S'appelle la game. Voilà. Donc, à partir des années 80, les jouets pour l'ordinateur et les robots, c'était du rayon garçon. Et on a construit un imaginaire que nous sommes tous aujourd'hui, que nous avons tous. C'est que la tech, c'est pour les garçons. Alors qu'en fait, pour le premier codeur au monde, il faut le savoir, c'est une femme. Et elle s'appelle Ada Lovelace. Et on a bien d'autres rôles modèles, comme par exemple, et là j'ai un trou, Eddie Lamar, qui est une actrice hollywoodienne magnifique et qui a créé les bases du GPS et du Wi-Fi. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas une fatalité. On peut changer les chiffres, on peut changer les baisses de chiffres. Il n'y a que 10% de jeunes filles et femmes en France qui étudient l'informatique. Elles sont 45% par exemple en Inde ou en Chine, donc on peut le faire. Les nouvelles technologies, le digital, on n'a pas besoin d'être bon en mathématiques, il faut déconstruire les mythes. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5, c'est de la logique. Et surtout, de plus en plus, on mixe bien sûr les sciences humaines et les technologies. Pourquoi ? Parce qu'il faut réfléchir tout simplement à ces usages. Donc, même quand on est sociologue, on doit avoir un point de vue sur les technologies. Donc, apprendre les nouvelles technologies, c'est important, même si ce n'est pas votre métier. Mais il y a quand même 50 nouveaux métiers qui ont été créés, qui sont magnifiques. Et je terminerai sur un métier du futur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le psy designer de robots. Voilà. Psy designer de robot, c'est comment construire le comportement, la personnalité d'un robot. Ça n'a rien à voir finalement tant que ça avec la tech, mais c'est en lien. Donc on va créer bien sûr des ponts entre sciences humaines et technologie, et c'est pour tous. Quel regard vous portez également sur la présence des femmes dans la tech ? Peut-être pour ne pas être redondante avec ce qui a été déjà dit et que je partage pleinement. Bon, moi, j'ai bataillé pour avoir mon premier Amstrad à l'époque. Voilà, donc plusieurs économies de cadeaux de Noël sont passées là-dedans et j'en étais très contente. Et c'est vrai que progressivement dans mes études, j'ai fait des études aussi de mathématiques, d'informatique et j'ai senti qu'à un moment donné, il y avait effectivement ce canal de c'est plus pour les garçons que pour les filles, alors qu'il y a finalement aucune raison pour ça. Je dirais aussi que, puisqu'on est sur une table ronde de la tech pour un monde meilleur, il y a aussi cette dimension que j'ai découvert plus récemment, il y a quelques années, avec l'arrivée des réseaux sociaux et la nécessité finalement de pouvoir y aller et de pouvoir l'utiliser comme un outil de communication puissant pour pouvoir porter sa communauté, ses combats. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et qui n'a pas de couleur, de sexe, d'âge. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense... que c'est un point sur lequel tout le monde devrait s'arrêter, puisque pour le coup, il n'y a pas non plus de compétences techniques particulières à avoir. Alors, on se tourne vers les réseaux sociaux et vers un garçon. Samuel, ta position par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une doctrine particulière au sein de LinkedIn, qui est une jeune entreprise, même si elle a été rachetée par Microsoft relativement récemment ? Voilà, est-ce qu'il y a une volonté de favoriser aujourd'hui, de recruter du côté des femmes, du côté de chez LinkedIn ? Alors, pour répondre à cette question, ce qui est intéressant sur le réseau social de LinkedIn, c'est qu'il est
quand même très représentatif de la situation en France, à savoir que mathématiquement, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont représentés dans la société. Et donc, on le voit au niveau de nos membres. On est à peu près à 19 millions de membres en France, 680 millions de membres dans le monde. On voit bien qu'à l'échelle mondiale, il y a plus de femmes qui ont un profil LinkedIn que les hommes. À l'échelle française, il y aura un peu plus d'hommes, je dirais 55-45. Donc, en termes de membership, c'est plutôt représentatif. Après, nous, nos entreprises, nos clients nous demandent des outils pour pouvoir sourcer des profils comme Iris, qui sont développeurs full stack, mais plutôt des femmes, parce qu'ils ont besoin et ils ont compris que pour réduire les biais des projets qu'ils développent, ils ont besoin d'avoir des équipes mixtes. Et sur ça, on a des outils pour les accompagner. On a des outils intelligents, par exemple Talent Insight, qui est un outil qui permet de mettre des critères de pondération dans les filtrages de recherche. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais l'idée, c'est de dire qu'on peut mettre plusieurs filtres de recherche pour trouver un talent. LinkedIn peut dire très facilement, voilà où sont représentés géographiquement ces talents que vous recherchez en France, avec des points de lumière. Sur les 20 millions de membres, par exemple, si on cherche une développeuse full stack qui a 8 ans d'expérience, on peut dire que sur les 20 millions de membres, il y a peut-être 12 000 femmes qui collent à cette recherche. Et derrière, le DRH est accompagné par cet outil pour faire sa stratégie d'approche. Donc il y a ce côté outil, et puis après il y a le côté tendance, où nous on a une capacité de pouvoir sortir des datas assez claires sur la posture de recherche d'emploi entre les femmes et les hommes. Et typiquement ce qui ressort, c'est que les femmes consultent plus les offres d'emploi que les hommes, candidatent moins finalement que les hommes à l'issue de cette recherche, et on se rend compte que finalement il y a la bascule en fait se fait à partir du moment où la femme est sûre à 100% de coller avec tous les critères on en revient au syndrome de l'imposture mis en avant dans l'offre. Et donc ça, on le voit, et c'est très important pour nous, en tout cas, d'éduquer les DRH groupes sur ces changements de posture dans la recherche de candidats. Une chose est sûre, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui de talents en matière de tech, que les entreprises n'arrivent pas à recruter aujourd'hui, et a fortiori à recruter des filles, donc allez-y. On revient à la question principale de cette table ronde, à savoir bien sûr la tech pour un monde meilleur. Pendant les années 2000, il y avait un enthousiasme qui était assez général. Je me tourne vers Sandrine, puisque c'est elle qui m'a inspiré cette question. Tout le monde, à l'image de l'émergence des réseaux sociaux, se félicitait de voir arriver ces outils, ces smartphones, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis on voit ces derniers temps qu'on prend conscience qu'il y a des impacts négatifs autour de l'usage des produits numériques, et puis particulièrement sur le climat, puisque ça consomme, ça pollue, on appelle ça la pollution numérique. Comment vous décrivez aujourd'hui cette prise de conscience, Sandrine? Elle est réelle en tout cas. Alors d'abord, elle est réelle, et on le voit aussi que c'est effectivement cette prise de conscience, c'est un frein pour les jeunes filles d'aller vers les métiers de la tech. Alors je m'explique, il y a eu un chiffre, 2/3 des jeunes filles se projettent dans un métier qui aura un impact positif sur la société et la planète. Et en fait, elles sont qu'un tiers à penser que les métiers de la tech peuvent les aider dans cette démarche. Donc on voit qu'en fait, elles ont intégré le fait et la distance entre la tech et puis le for good. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que vous dites, c'est que quand même la tech aujourd'hui, on sait que ça augmente quand même la fracture de personnes qui justement n'arrivent pas à se saisir de ces leviers. Il y a 23% de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Il y a la pollution numérique, il y a les fake news avec les harcèlements sur les réseaux sociaux. Il y a la censure. Il y a la censure, il y a le fait de se dire ça réduit des emplois. Enfin, on parle quand même de beaucoup de choses qui font peur. Et moi, effectivement, alors c'est peut-être un peu mon âge aussi, c'est que moi, quand la tech est arrivée, mais j'étais comme si c'était un sapin de Noël avec des cadeaux tous les jours en bas du sapin. Parce que quand j'étais enfant, pour aller chercher de l'information, il fallait que je fasse 1 heure de transport en commun pour aller à une bibliothèque la plus proche de chez moi. Et évidemment, 15 jours après, il fallait que je ramène le livre que j'avais emprunté. Donc quand est arrivé Wikipédia, Wikipédia, c'est quand même incroyable, l'accès du savoir gratuit, mise à jour par tous, c'est juste fantastique. Et moi, mon job, je ne vais pas raconter ma vie, mais mon job, en fait, j'ai tout appris sur YouTube. Moi, j'étais informaticienne, faire aujourd'hui la conduite de changement autour du digital, j'ai juste tout appris sur les réseaux, sur les échanges et sur YouTube. Donc pour moi, c'était fantastique. Donc effectivement, on arrive à une maturité. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut garder la tech, c'est juste un outil. C'est
ni bien ni mal, mais c'est un outil, et c'est un outil tellement puissant qui peut nous aider quand même dans un monde meilleur. Je voudrais juste donner un élément de culture générale, parce que peut-être, et je pense que Louisa va m'aider, c'est qu'il y a quand même un baromètre que vous devez connaître qui s'appelle les objectifs de développement durable. Il y a 17 petites icônes super mignonnes avec des couleurs et qui nous expliquent quelles sont les thématiques. Quand on parle du for good, de quoi parle-t-on? On parle de thématiques, de 17 thématiques. Donc il y a la pauvreté, la santé, le climat, l'égalité, l'océan. Et finalement, quand je fais quelque chose, si c'est for good, ça doit à un moment donné cocher avec un de ces 17 ODD. Et c'est ça l'objectif de la réflexion. Donc si j'arrive à connecter ce que je fais, mes projets, mes usages par rapport à un de ces 17 objectifs de développement durable, ben déjà, je sais que je suis sur le bon chemin. Je pense que tu es d'accord, Louisa. Vous pouvez réagir, Louisa, si vous le voulez. Mais Moi, je peux réagir en ne vous citant qu'une seule phrase qui est dans mon livre blanc, qui est une citation d'un ancien secrétaire d'État à l'ONU, pour illustrer cette histoire d'ODD et de circularité, puisque moi, mon sujet, c'est femmes, santé, climat, et je vais vous faire le lien avec la tech. Une fille née dans un ménage pauvre, ODD, objectif durable numéro 1, est soumise à un fort risque de souffrir de la faim. La faim, c'est l'objectif de développement durable numéro 2. D'abandonner l'école prématurément, on tombe sur le numéro 4. D'être forcée à se marier jeune et de connaître la violence, numéro 5. De manquer d'accès à une source d'eau potable, numéro 6. Et d'énergie propre, numéro 7. D'être disproportionnellement affecté par les dérèglements climatiques, numéro 13. Et la dégradation des écosystèmes, numéro 14 et 15, avec toutes les conséquences que cela implique pour sa santé, numéro 3. Et sa sécurité, numéro 16. Donc vous voyez que quelque part, quand on dit comment on agit durablement, comment on réfléchit à ces objectifs de développement durable, comment on les intègre et comment on utilise la tech, et on va en parler aussi avec des exemples hyper concrets pour réduire cette fracture, on se rend compte que tout est lié. Quand on arrive à résoudre un problème, on arrive à tourner tout autour de ces ODD et à résoudre tous les problèmes. Oui, et on va revenir dans un instant sur vos actions concrètes et comment effectivement la femme a un rôle à jouer, notamment dans le sud, où il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Samuel, concrètement, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous aviez pris conscience, comment vous aviez pris conscience de l'impact de la tech sur le climat. C'est quelque chose qui est lié à votre parcours et qui est réel, cet impact, si vous pouvez nous le résumer. Oui, alors il y a des faits et des rencontres. Pour mettre en avant le fait, si Internet était un pays, aujourd'hui, ce serait le 3e plus gros consommateur d'énergie au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'est un fait tangible. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'émission de gaz à effet de serre liée justement au domaine de l'Internet et de la tech représente 4% des émissions mondiales. Donc ça, effectivement, quand on se prend ces chiffres en pleine figure, on se dit que finalement, il y a des choses à faire. Et puis après, il y a eu des rencontres. Effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler pour le groupe Engie, à un moment où ce groupe se transformait sous la direction générale d'Isabelle Kocher, qui portait une vision, à ce moment-là, une vision des 3D, pour un monde à la fois décarboné, digitalisé, décentralisé. C'était très très puissant de suivre ça de l'intérieur parce que finalement, elle était concrètement en train de vendre des actifs que la boîte avait dans son périmètre depuis de nombreuses années. 20 milliards d'actifs qui ont été cédés en 3 ans et qui ont été réinvestis dans des énergies propres. Donc ça déjà, ça m'avait en tout cas ouvert les yeux sur le champ des possibles, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Et puis j'ai rencontré également Inès Leonarduzzi, qui est CEO de Digital for the Planet et qui a monté le premier cabinet de conseil en dépollution numérique et donc qui accompagne notamment les grands groupes pour mettre en place des stratégies d'efficacité énergétique. Et donc ça aussi, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Et quand j'ai regardé derrière, après ces sujets, comment ils étaient adressés dans les entreprises où j'ai évolué, notamment là actuellement chez LinkedIn, donc, que vous avez rappelé qui est une filiale du groupe Microsoft, j'ai vu que le groupe Microsoft avait mis en place une initiative plutôt ingénieuse en 2018. L'initiative est très simple et c'est d'immerger des data centers sous l'océan pour les refroidir. Ça a été fait entre les côtes françaises et les côtes écossaises en 2018 avec Naval Group qui a fourni l'infrastructure.
Et en fait, ce projet, s'il réussit, pourrait permettre d'être dupliqué à l'échelle de tous les data centers, puisque c'est une immersion pour 5 ans, où derrière, il y aura vraiment des chiffres qui vont permettre de voir si on a pu résorber, en tout cas, les gaz à effet de serre et le côté énergivore des data centers. Le fait de pouvoir le dupliquer à l'échelle planétaire pour une entreprise comme Microsoft, ça peut avoir un gros impact sur toute la filière. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Et puis, le deuxième point que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque j'étais chez IBM, il y avait un projet aussi qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelait Call for Code. Et donc là, qui s'adresse plutôt aux codeurs, aux data scientists qui veulent, entre guillemets, s'investir sur les catastrophes naturelles. Pourquoi les catastrophes naturelles? Aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a 2,5 milliards d'individus qui ont été touchés de près ou de loin par une catastrophe naturelle. Ça représente 1500 milliards de dommages pour notre planète. Et donc, IBM s'est dit, on va faire un appel à projet, un hackathon avec des ONG, des startups, des instances gouvernementales pour essayer de trouver des schémas qui nous permettent, avec la technologie, de pouvoir prédire certaines catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, ils ont développé plus de 2500 applications, notamment qui ont permis de baliser les feux en Amazonie. Il y a plus de 100 000 data scientists et développeurs qui sont sur ce projet. Et là, on voit que la tech peut être servie et bien utilisée pour le bien commun. Alors vous avez compris que la tech pour un monde meilleur, c'est un vaste débat, un vaste sujet. Hein. L'un des sujets, c'est la pollution et l'impact de la pollution numérique, enfin de la tech sur la pollution, et donc la pollution numérique, j'y suis arrivé. Et il y a avant tout une nécessité d'évangéliser autour de l'impact de cette éventuelle pollution dans certains domaines. Vous parliez à l'instant, Samuel, de la nécessité de refroidir les centres de données, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on stocke des données, que ce soit un Netflix, que ce soit un Google, que ce soit un Amazon, il faut refroidir à des températures très, très relativement basses, et ça consomme énormément d'énergie. Donc on n'en a pas conscience qu'au moment de dégainer son téléphone, on est un vecteur de pollution numérique. Il y a pas mal de think tanks aujourd'hui qui tentent de sensibiliser les plus jeunes. Et le paradoxe, c'est que les plus jeunes sont les plus en pointe aujourd'hui pour la protection de l'environnement. Et ce sont eux qui aujourd'hui utilisent leur smartphone. Alors, quelle est la solution autour de vous, tout simplement, à la maison ou pas? Peut-être on peut en discuter avec Sandrine. Est-ce qu'il faut avoir une approche, je dirais, de réduire la voilure et de moins consommer demain et d'être plus raisonnable dans sa consommation énergétique et numérique, forcément? Comme on a pu connaître dans les années 70, le choc pétrolier qui a fait qu'on a consommé moins d'électricité en France et de pétrole. Alors clairement, et là je vais donner mon opinion personnelle, c'est que je trouve ça super qu'on puisse réduire effectivement les consommations des data centers, mais le meilleur moyen, c'est de moins utiliser les data centers. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait, les ressources sont finies. Voilà, on est dans un environnement de ressources finies. Donc à partir de là, moi en tout cas personnellement, moi ce que j'aime, c'est le terme de sobriété dans tout l'usage. Sobriété numérique. Sobriété de notre consommation générale et la sobriété numérique. Alors après, moi, je suis une addict à mon smartphone. Hein. Donc, à moins d'être dans la Creuse, d'arrêter le Wi-Fi, Internet, et puis, je ne sais pas, même pas élever des brebis parce que ça pollue. Bon, après, il y en a un sujet, c'est qu'il faut quand même qu'on vive aussi. Donc, quelle est la réflexion? Je pense que c'est à chacun de la trouver. Moi, en tout cas, ma propre transformation, c'est que j'identifie vraiment des plages où j'utilise mon smartphone. J'ai désactivé toutes les notifications et je me pose la question de est-ce que cette application est vraiment utile pour moi? Le plus important, parce que dans la pollution numérique, c'est pas que la partie CO2, c'est la partie de votre cerveau, c'est de votre attention. Est-ce que vous savez le temps d'attention d'un poisson rouge? C'est 9 secondes. Est-ce que vous savez le temps d'attention d'un être humain aujourd'hui? 8 secondes. Donc ça veut dire que nous avons une attention inférieure à un poisson rouge parce qu'à force des notifications, d'être sollicité en permanence, on aime les likes, on aime les chiffres, on est devenu data-driven, etc. Donc si on arrive un tout petit peu à se détacher, qu'est-ce qui se passe quand on n'a que 8 secondes? C'est qu'on est enfermé dans un temps présent. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réfléchir au temps futur. Vous êtes tellement sur votre notification, votre attention, que vous êtes bloqué sur un temps présent. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir du recul et même réfléchir aux usages de la technologie par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Donc en fait, l'enjeu, c'est de retrouver son libre arbitre, c'est de retrouver sa réflexion,
ça a conscience de ce qui se passe et du coup de se dire bah oui, là j'utilise la technologie parce que c'est utile et là non, je refuse d'être maîtrisé par la technologie et de ne plus avoir de réflexion. Donc pour moi, la pollution numérique, c'est d'abord la sobriété et le retour en fait de sa conscience tout simplement et de ses usages. Voilà, ça c'est ce que j'essaye de faire. Et je suis loin d'être parfaite parce que j'ai quand même un abonnement Netflix, hein, donc j'ai encore du chemin. Hein. Et gare au binge watching parce que ça a un impact aussi sur la consommation d'énergie. Oui, Samuel, brièvement, c'est un paradoxe ce qu'on entend aujourd'hui parce qu'on est là, la semaine dernière, il y a l'attribution des licences de la 5G qui ont été décidées. Donc ça veut dire la 5G, encore plus de données, encore plus de débit, encore plus de data. Donc là, on est dans un modèle où on va plutôt vers une croissance. Est-ce qu'on doit aller plutôt vers une décroissance numérique ou au contraire, vous croyez que la technologie va nous apporter des solutions qui permettront de réduire la facture énergétique ? En fait, je pense qu'on arrive à un tournant. On est passé d'un capitalisme sauvage à un capitalisme durable. Je pense qu'effectivement, le terme de sobriété est adapté. Il faut vraiment qu'on arrive à inclure dans la feuille de route des entreprises ces ODD qui étaient évoqués. On l'a vu en tout cas en France l'année dernière avec le rapport Nota-Sénar sur la loi Pacte. On le voit également dans les instances de gouvernance type à Davos, où tous les grands dirigeants de notre planète ont commencé à parler d'une croissance durable. Ça passe par plusieurs points. Ça passe à la fois par l'incarnation des dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont plus en avance que d'autres. J'évoquais Isabelle Kocher, mais dans d'autres secteurs d'activité, Emmanuel Faber, par exemple, qui parle d'agriculture alternative. D'autres dirigeants sont en capacité de faire bouger les lignes. Et puis, je pense aussi que c'est la manière dont on évalue les entreprises et les États qui doit changer, avec des indices peut-être extra-financiers, qu'on sorte de ces chiffres, des cours de bourse, des PIB, et qu'on se demande, est-ce qu'une entreprise, dans sa capitalisation, prend en compte l'impact qu'elle a au niveau de l'environnement, au niveau de sujets sociétaux également. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire un gros effet de boule de neige au niveau de la gestion des entreprises et de nos pays, parce que finalement, si les pays et les entreprises étaient incentivés de la sorte, avec des indices extra-financiers, je pense qu'il y aura un changement de braquet beaucoup plus puissant. Louisa, vous pouvez réagir de suite, mais j'avais une question pour vous, mais allez-y, réagissez à ce que... Si je peux juste compléter, parce qu'on parle de consommation un petit peu quelque part, et si on fait un peu le parallèle avec le reste des sujets autour de la consommation, aujourd'hui, on a la capacité d'aller sur des plateformes éthiques, de choisir ce qu'on consomme, comment c'est fabriqué, d'où ça vient, etc. Et je pense qu'on a aussi le choix, notamment dans ses engagements et sur les réseaux sociaux, de choisir où on passe son temps. Moi, aujourd'hui, je passe mon temps avec uniquement les réseaux, les organisations que je veux soutenir et avec lesquelles je veux travailler. Et comme on parle beaucoup, nous, évidemment, des sujets de changement climatique, d'environnement, j'en passe beaucoup avec les jeunes de YouReport, avec les jeunes de Visage de Jeunes, j'en ai vu quelques-uns qui sont venus cet après-midi à ce meeting. Je pense que donner la parole des jeunes, par exemple, sachant qu'aujourd'hui ils ne votent pas, mais qui veulent se faire entendre et qui ont des choses importantes à dire, ce sont des jeunes engagés, ce ne sont pas des jeunes qui sont H24 sur des jeux vidéo, etc. Donc je pense que cette capacité à choisir aussi comment j'utilise la tech et comment j'utilise la tech pour valoriser mon engagement, c'est fondamental. Et peut-être que ça contrebalance aussi toute cette notion de pollution numérique qui est claire, hein, mais qui n'est pas que ça. Ouais. Et pour terminer sur ce volet de la pollution numérique, puis on enchaînera avec Iris et on parlera un petit peu des actions de RSF. Louisa, au sein donc de Femmes Santé Climat, vous tentez de votre côté de faire prendre conscience que de l'autre bout de la chaîne, mais en général les changements climatiques ont vraiment un impact terrible sur les femmes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cela, comme vous avez commencé tout doucement à le faire en préambule tout à l'heure, sur l'impact terrible aujourd'hui ont les changements climatiques sur la vie tout simplement des femmes. La vie des femmes et puis des enfants, puisque ça va ensemble finalement. Va de pair, bien sûr. Donc en cas de grandes catastrophes climatiques, et en fait on en a dès qu'il y a des situations de guerre, dès qu'il y a des mouvements de population très importants, vous avez finalement une population que sont les femmes, et souvent les femmes et leurs enfants, qui ont 14 fois plus de chances de mourir, qui de toute façon, et c'est très très vrai dans les pays du Sud, ont beau travailler mais ne vont toucher que 10% des revenus, ne sont pas propriétaires des terres, et donc se retrouvent systématiquement exposés.
l'exemple tout à l'heure de la jeune fille, qui est un exemple d'une jeune fille d'un pays du Sud, qui se retrouve finalement mariée de force avec un bébé toute jeune au milieu d'un champ à moitié désertifié qu'elle est en train de bêcher. C'est comme ça que j'ai rencontré UNICEF et c'est comme ça qu'on a démarré notre partenariat pour discuter de ce sujet Femmes, Santé, Climat. Alors comment la tech, voyant le bon côté des choses, peut être une solution justement pour sortir les femmes de ce mouvement, de ce process qui est assez morbide, leur permettre peut-être de trouver des moyens en matière d'éducation et surtout, me disiez, d'autonomisation? Le grand sujet, c'est le sujet des ODD et c'est le sujet aussi de la tech pour toutes et en partie des objectifs de Digital Ladies and the Lies, c'est évidemment d'autonomiser les femmes. Autonomiser les femmes, ça veut dire les rendre autonomes, leur donner suffisamment d'éducation pour qu'elles puissent gagner de l'argent et pour qu'elles puissent se débrouiller pleinement et seules. Et là-dessus, en fait, dans notre démarche, nous, on a identifié assez rapidement des startups qui aujourd'hui, en fait, portent déjà tous ces objectifs de développement durable dans leur création. Je vous cite un exemple, par exemple, c'est Isaït, fondatrice, c'est une femme, Valérie Machola. Eh bien, Isaït, par exemple, fait travailler des femmes issues des pays d'Afrique et d'Asie dans le domaine du digital. Donc là où finalement un consultant pour travailler sur de l'apprentissage d'algorithmes en Europe va coûter un certain prix, elle propose aux entreprises d'embaucher des femmes dans ces pays-là. Le salaire, en fait, est inférieur, mais ce salaire inférieur permet à ces femmes d'avoir une éducation, de monter leur entreprise et d'avoir un travail. Ce qui n'est pas forcément le besoin qu'on a aujourd'hui en Europe pour finalement des métiers qui sont parfaitement praticables dès lors qu'on a une connexion Internet quelque part et un ordinateur. Donc, Isaït, par exemple, c'est 1000 femmes dans ces pays-là, très difficiles, qui ont un emploi et une formation dans le domaine du numérique et du digital. Voilà, donc ça, c'est une solution concrète. D'autres éléments qui sont assez concrets, c'est la capacité, par exemple, que UNICEF a donnée à travers sa base de YouReporter à des enfants du monde entier de pouvoir parler et de partager leurs bonnes pratiques. Quand ils ont installé la base, donc c'est une base sur laquelle les enfants peuvent se connecter avec un ordinateur ou un téléphone et répondre à des sondages et partagent leurs idées. Au Nigeria, quand ils l'ont mis en place, il y a eu, dans les premiers jours, près de 3000 questions. Et l'essentiel de ces questions étaient posées par des jeunes filles et ça portait sur les règles. Parce que les règles, c'est un sujet en Afrique. Voilà. Là, habile transition, on sait que je rapproche le micro. On sait que l'information, c'est aussi un domaine qui est très important dans un monde meilleur. Et là, je me tourne vers Iris. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'actualité aujourd'hui et on ne sait pas véritablement où trouver la bonne information. Alors, vous avez mené un combat, des actions concrètes au sein de RSF Iris pour tenter de contrer, je crois, les tentatives, pour bloquer l'information, les tentatives pour... je ne trouve pas le terme, aidez-moi. C'est... pour bloquer, censurer l'information. Censurer, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets qui sont menés au sein de RSF dans ces contrées, dans ces régions où la démocratie n'a pas lieu, pour essayer de faire prêcher la bonne parole? Oui, donc au sein de RSF, en fait, depuis 2015, on a lancé une opération qui s'appelle Collateral Freedom, en fait, qui vise du coup à déjouer la censure dans certains pays et à débloquer des sites internet. On crée ce qu'on appelle des sites miroirs, donc qui sont donc on pourrait dire des duplicata de sites qu'on va aller héberger ailleurs pour que les citoyens d'un pays donné puissent réaccéder à ce site d'information. Donc on débloque majoritairement des sites d'information donc indépendants. Par exemple, on en a débloqué en Égypte, en Chine, en Russie, au Vietnam, en Iran. Parce que, par exemple, en Égypte, il y a plus de 500 sites d'information qui sont bloqués, dont le site RSF d'ailleurs. En Russie, c'est plus de 510 000 sites qui sont bloqués en ce moment, dont de nombreux sites d'information, beaucoup de sites qui viennent d'Ukraine et de Russie. Donc voilà, ça c'est une des grosses actions. Alors comment ça marche pour ces personnes qui voudraient accéder à ces informations-là ?
Du coup, en fait, sur le site d'RSF, on liste les nouveaux URL des sites qui sont débloqués. Et du coup, les personnes peuvent y accéder. Il y a aussi d'autres moyens. Et voilà, on essaie VPN, des choses comme ça qui permettent aussi peut-être de... Oui. Hein, très bien. Alors, à l'inverse, on voit bien que la technologie peut rendre des services importants en matière de démocratie, notamment pour l'information, mais ça peut être aussi, à l'inverse, un frein, hein, puisque la techno peut avoir des effets terribles. Je pense notamment au cyberharcèlement, notamment des femmes journalistes. Et là, vous menez à nouveau au sein des RSF des actions concrètes. Oui, exactement. Parce que, le cyberharcèlement, c'est vraiment un gros problème. On parle quotidiennement à des femmes journalistes qui sont harcelées en ligne. Alors là, la solution n'est pas forcément technologique, mais nous, on mène des actions de plaidoyer donc auprès des États pour essayer de renforcer le cadre légal pour protéger les journalistes du harcèlement en ligne. On a également des actions envers les plateformes, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, il faut qu'elles prennent leurs responsabilités, il faut qu'elles soient plus transparentes, qu'elles mettent en place des solutions pour lutter contre ça, parce que c'est leurs fonctionnalités qui sont utilisées contre les utilisateurs, et en particulier les journalistes. Et on essaie aussi, donc là, on essaie d'apporter de l'assistance légale. C'est ce qu'on a fait pour une journaliste française, Julie Hainaut, qui est harcelée depuis 2 ans. On s'est porté partie civile dans le cadre de son procès qui a été ouvert en mois de novembre contre une personne qui la harcelait en ligne. Ouais. Le problème des harcèlements sur les réseaux sociaux, et de manière générale, vous disiez tout à l'heure, Sandrine, que c'est vrai qu'au départ, c'est une formidable fenêtre ouverte sur le monde, mais qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus anxiogène, que on en parlait dans la table ronde précédente, ce qui explique que certains moments, les algorithmes d'intelligence artificielle perdent un peu la tête parce que c'est aussi un milieu où on s'insulte, où on est invectivé. C'est d'actualité, encore une fois, avec les déboires d'un candidat à la mairie de Paris. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des bonnes règles à respecter pour un monde meilleur de la tech sur les réseaux sociaux et au-delà? Est-ce qu'il faut mettre fin à l'anonymat? Alors on va faire passer la parole, c'est un vaste débat, mais on va peut-être commencer avec vous, si vous voulez, Louisa. Alors, mettre fin à l'anonymat, je ne sais pas. Avoir plus de régulation, et en particulier quand on voit qu'il y a des... C'est quand même très souvent les jeunes filles qui se font harceler. Ouais. Et ça, on ne le dit pas assez. Hein. Ok, le candidat à la mairie a eu des déboires, mais... C'est l'actu. Globalement, le harcèlement, il porte sur les jeunes filles. Donc ça, c'est quand même... C'est un vrai sujet et c'est systématique. Donc je pense que là, il y a aussi des actions de régulation qui peuvent être menées. Après, moi, je reste toujours très positive parce que c'est ce que je vois, c'est mon vécu... c'est qu'en fait, on peut quand même rendre très positif ces plateformes de réseaux sociaux en choisissant bien les communautés dans lesquelles on va adhérer. Donc moi, je pense que c'est aussi la responsabilité des parents et des jeunes de choisir avec quelle communauté, avec quel engagement ils vont aller. Et là-dessus, il y a des exemples vraiment formidables. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est face à une jeunesse engagée. On ne peut pas dire... en tout cas, moi, je ne peux pas dire... les jeunes ne comprennent rien, ne savent rien. C'est pas vrai. Ils sont engagés. Il faut juste les écouter et leur donner la parole. Et la tech est une formidable opportunité pour ça. Sandrine, de votre côté? Alors ça, c'est une grande conversation avec ma fille, évidemment, parce que c'est un des sujets. Alors moi, je rejoins tout à fait Louisa. Ce qui permet d'être un peu le pare-feu, c'est de choisir une thématique qui vous intéresse. En fait, vous venez pas dans les réseaux sociaux pour discuter avec n'importe qui sur n'importe quoi, en donnant aussi des choses qui sont trop personnelles. En fait, ce qui relie les gens, et là, en général, le dialogue est quand même sain, c'est sur une thématique. Donc, si vous êtes passionné sur le sujet je ne sais pas, n'importe quoi, mais ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, mais il faut rester concentré sur un sujet qui vous intéresse, et là vous vous raccrochez à une communauté sur laquelle vous allez pouvoir échanger, et il faut rester quand même sur ces fenêtres-là sans donner trop d'éléments personnels ou trop se dévoiler quand même sur les réseaux sociaux. Voilà, ça serait ma remarque. Vous avez un réseau social à lui tout seul à côté de vous, même si c'est un réseau social où on a quand même des conversations un peu plus feutrées que sur Facebook ou sur Twitter. Est-ce qu'il y a des règles de bonne conduite, tout simplement, qui sont menées aujourd'hui sur LinkedIn? Oui. Déjà, la grosse différence, effectivement, de LinkedIn avec les autres plateformes de réseaux sociaux, c'est que nous, il n'y a pas d'anonymat sur notre plateforme. Donc, c'est vrai que ça vient déjà, je pense, mettre une limite à quelqu'un qui voudrait avoir un contenu offensant sur la plateforme parce qu'il est exposé de par son identité, son employeur. Et donc, c'est vrai qu'on a très peu de cas qui nous remontent comme ça. Alors, on en a quand même. Hein. Il y a des personnes
qui parfois utilisent LinkedIn pour venir avoir du contenu un peu offensant. Et donc là, nous, on a une équipe qui s'appelle Trust and Safety. Donc on est 15 000 salariés dans le monde, ça représente à peu près 2500 personnes, donc ils sont assez nombreux. Et eux, leur objectif est de vite en fait, signaler ces propos-là et en fait de suspendre les comptes, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. En termes de suspension de comptes à l'échelle mondiale, on est à un peu moins de 500 000 comptes par an, temporaires. Et au niveau de suspension définitive, on est à un peu moins de 10 000 suspensions définitives. Ouais. Donc il y a un gros travail qui est fait parce que de toute façon, sans nos membres, on ne pourrait pas exister en fait. Donc la première chose à faire pour nous est vraiment de leur mettre un cadre de confiance et un cadre de sécurité dans cet espace d'expression qu'on leur offre. Iris, quand on parle de démocratie, de liberté d'expression, on sait que les réseaux sociaux, c'est vraiment une formidable vitrine et un amplificateur de pensée formidable. Mais on peut se poser la question que s'il y avait demain une obligation de ne plus être anonyme sur ces réseaux sociaux, on peut se poser la question tout simplement si le printemps arabe aurait pu avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, en démocratie, en France, on ne risque pas grand-chose. Si on met son prénom, dans certains pays, c'est plus compliqué, je crois, Iris. Oui, effectivement. Je pense qu'en effet, sur ces questions-là, il faut toujours avoir en tête ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde où l'anonymat peut a une réelle importance. Et en effet, on peut en effet se poser la question si les printemps arabes auraient eu lieu ou non. Je considère que l'anonymat est vraiment important dans ces régions-là du monde. On a pas mal d'exemples de journalistes qui donc, ont besoin de cet anonymat-là pour pouvoir soit mener des enquêtes, soit pouvoir publier leur contenu. Très bien. Alors, nous avons la chance d'avoir une petite boîte. On a encore 5 à 10 minutes ensemble. On a une petite boîte magique dans laquelle on peut parler pas trop près parce qu'il y a le coronavirus qui veille. Si vous avez des questions à nous poser, dites-moi et puis je vous passe la petite boîte. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous adressées à nos experts qui sont avec nous aujourd'hui? Allez, ne soyez pas timides. Pas tous en même temps. Je vois une main se lever. Oui, elle est au fond. Alors, on va vous passer la boîte. Je vous l'amène. Est-ce que je suis sans fil et sans reproche, ou presque? Tenez. Pas trop près de... Voilà. Oui. Bon, je vais faire juste une petite remarque et après je poserai ma question. Ouais. Le revenge porn dont il a été question dans la mairie de Paris n'a pas été fait par quelqu'un d'anonyme et que donc oui, l'anonyme, juste que c'est un non-débat et que... Et en France, il est dangereux parfois d'avoir son vrai nom aussi. Je pense à toutes les femmes qui ont fait MeToo, Balance ton porc, certaines qui aujourd'hui avaient besoin d'être anonymes. Bon, voilà. Ça mérite en tout cas d'ouvrir le débat. Voilà. Pas sur l'anonymité. Et alors, oui, alors la tech pour un monde meilleur. La question que je voulais vous poser, c'est... Alors, on entend beaucoup parler de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et dedans, il y a du bon et du greenwashing. Comment vous réussissez à faire la différence à la fois chez vos partenaires, mais je sais que parfois, on est porté par de bonnes intentions et on a du mal à prendre du recul sur soi jusqu'au moment où on se dit « Ah zut, je suis en train de faire du bullshit. » Voilà. Répondre la première. Oui. Donc, moi, dans le cadre de ma démarche, donc ça fait 4 ans, je collecte des témoignages. Donc, j'ai commencé avec la société civile, après UNICEF, BPI France m'a amené un réseau de start-up. Donc ça a été vraiment formidable. Et puis, j'ai cherché les grandes entreprises. J'ai mis plus de temps à trouver les grandes entreprises. Je vais être très claire. Pourquoi ? Parce que quand je leur demande un témoignage, avec évidemment l'ensemble des critères, c'est-à-dire quelle est votre utilité, quel est véritablement votre engagement et comment vous le mesurez, c'est là qu'il y a le greenwashing et puis le reste. Alors j'ai eu par exemple effectivement une tribune d'Isabelle Cocher parce que son engagement, il est mesurable, il est réel. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait, elle l'a fait. Pour vous donner aussi un autre exemple, parce que moi je viens de l'univers de la finance, j'ai beaucoup cherché tout ce qui était fonds à impact. Alors il y a quelques années, je me suis rendu compte que c'était trop tôt. Je cherchais en fait des fonds d'investissement dont l'objectif est de dire une partie des revenus va repartir pour une cause. Donc par exemple les femmes ou l'agriculture ou l'environnement. Alors quand j'ai cherché un fonds impact pour les femmes, il y a quelques années, j'en ai rencontré un qui était d'origine suédoise qui m'a dit mais
Je suis venue démarcher la France, les patrons français, ils m'ont dit non, on ne voit pas le rapport. Un fonds pour le bien-être au travail, d'accord, mais sur le sujet des femmes, non. Bon, aujourd'hui, je sais qu'il y en a, donc, vous voyez. Mais même dans cette démarche-là, trouver par exemple des financiers responsables, capables vraiment de s'engager, de raconter, eh ben, y a une différence entre ceux qui vont vous faire le texte, vous le raconter, qui sont prêts à en parler sur une table ronde, et puis ceux qui vous disent oui, oui, et puis rien. Voilà, je dirais que moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai fait la distinction. Alors moi, je suis dans une grosse entreprise et tous les jours, mon objectif, c'est de donner des chances à des collaborateurs de pouvoir exprimer des idées. Et en fait, pour moi, le critère clé, c'est la transformation individuelle de la personne. C'est-à-dire, après, c'est une question de confiance. Mais moi, je vois les personnes autour de moi qui se mobilisent, je vois les collaborateurs autour de moi qui se mobilisent. Et pour vous donner un exemple, on est vraiment sur un chemin. Donc, par exemple, nous, on pensait très bien faire, il y a 3 ans, on a choisi un traiteur responsable, puisqu'en fait, c'est des personnes handicapées qui faisaient évidemment la restauration. Et en fait, à la fin du déjeuner, on s'est rendu compte qu'il y avait une tonne de plastique et de packaging. Vous voyez, alors on avait une super bonne intention et à la fin, on n'a coché qu'un seul des ODD. Et aujourd'hui, l'avancement et ceux qui sont vraiment dans la réflexion, c'est ceux qui se disent, bah en fait, c'est pas un seul. Il faut que je vois la cohérence de l'ensemble. C'est ce qu'a expliqué Louisa. Donc en fait, nous maintenant, on s'est mis une charte, mais il a fallu expérimenter et on s'est trompé. Et aujourd'hui, eh bien, on a effectivement, comment dire, on fait appel à l'association Phoenix aussi sur le gaspillage, c'est-à-dire que dès qu'il y a un cocktail ou quoi que ce soit, ou une restauration, déjà, on n'est que en vrac. On n'a plus de couverts en plastique et on s'interroge sur le gaspillage alimentaire. Mais vous voyez le cheminement qu'il a fallu faire. Et je pense qu'il y a 2 ans, on nous aurait dit... voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie intention, une réflexion permanente. Alors après, il y a une question de confiance avec les gens avec qui vous travaillez, parce que ça, c'est... Et vous voyez leur niveau de réflexion, en fait, par rapport à ça. Voilà, je peux vous répondre ça. Samuel. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, il y a aussi cette question de l'incarnation des dirigeants. J'y tiens beaucoup parce que on voit des entreprises qui sont plus en avance que d'autres. Et c'est là où il y a la différence qui se fait entre l'impact et le bullshit. Pour prendre l'exemple, en tout cas, de la société mère qui détient LinkedIn, donc Microsoft, le CEO de cette entreprise, Satya Nadella, s'est engagé là en novembre sur des engagements climat. Donc il y en a plusieurs. Le premier, c'est de dire que Microsoft, à échéance 2030, aura un bilan carbone négatif, donc plus d'élimination que d'émissions. Et le deuxième engagement est de dire que d'ici 2050, l'entreprise aura éliminé tout le carbone qu'elle a émis depuis sa création qui date de 1972. Et donc pour ça, il y a des outils de rapport qui sont pilotés en fait par des ONG qui vont avoir un œil. Et quand une entreprise comme Microsoft dit ça, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'ONG qui regardent ça de près. Et en parallèle de ça, Satya Nadella a créé un fonds d'1 milliard de dollars pour trouver justement des solutions technologiques et scientifiques qui nous permettent du coup d'atteindre cette efficacité énergétique. Je vous évoquais ce test de l'immersion des centres de données. C'est un premier test à l'échelle mondiale, mais d'autres tests doivent venir parce que finalement, avec notre chaîne de supply, nos fournisseurs, on interagit avec beaucoup de monde. Et si on veut atteindre ces objectifs en 2030 et en 2050, il faut absolument qu'on puisse aussi trouver l'innovation qui va nous permettre de répondre à cette ambition-là. Donc je pense que ça, c'est du concret, c'est de mesurable, et surtout ça marche parce que c'est du collaboratif puisque c'est ouvert et que c'est transparent. Est-ce que nous avons d'autres questions parmi le public éventuellement? Il y a toujours un micro qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Non, donc on va conclure ainsi. Merci mesdames, messieurs d'avoir participé à cette table ronde et en tout cas c'était, je trouvais, très riche et très intéressant. Et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, un peu moins, même 5 minutes, on est en retard, pour parler d'informatique quantique. À tout de suite.